C'est un vrai projet de transformation. L'idée était de revoir complètement nos maisons de retraite, de développer la maison de retraite de demain. Il y a 3 dimensions que nous avons souhaité mettre en place et qui reflètent les intentions de Korian. C'est tout d'abord l'expertise soins, ensuite la volonté de préserver l'autonomie des résidents et enfin de mettre en place un sens de l'hospitalité dans nos établissements. Nous avons mis tout en œuvre pour accompagner le résident dans le maintien de l'autonomie, mais également dans le développement de la qualité de vie et leur sécurité. Par exemple, on a des petites lampes au pied du lit qui détectent le mouvement du résident qui se lève la nuit. Voilà, qui lui permet de faire comme une petite veilleuse et permet de faire son déplacement en toute sérénité. Ici sur l'établissement, on teste notamment ces systèmes de détection des chutes et c'est vrai que les résidents trouvent ça sécurisant. C'est en aucun cas une caméra, donc c'est totalement respectueux de l'intimité de la personne. On ne peut pas distinguer la personne. Ce qui est important aussi pour les résidents, c'est d'avoir un environnement qui contribue au bien-être. Et quoi de mieux que de transformer nos établissements en apportant de la modernité et aussi de la personnalisation. Alexa, allume la télévision. Les deux candidates. Allez Isabelle la championne qui est avec nous. Pour Mme Curtil, on a installé Alexa qui lui permet donc de gérer sa chambre avec la voix directement. On lui a mis donc la gestion de sa télévision, donc qu'elle puisse l'allumer, l'éteindre, changer les chaînes, augmenter, baisser le volume. Alexa, monte le son de la télévision. Donc cette enceinte lui permet de commander à distance certaines fonctionnalités. Alors pour le moment, on est sur des choses très simples. Alexa va permettre à Mme Curtil donc, de pouvoir contacter sa famille directement en disant directement à Alexa appelle mon fils et ça va la connecter sur le smartphone de son fils. On va étudier la possibilité de changer la lumière. On va aussi installer prochainement donc, la gestion du chauffage. Pourquoi pas baisser les volets, manier le lit aussi. Pouvoir aller sur Internet sans avoir à apprendre à utiliser un ordinateur. Pour les résidents qui ont des difficultés en lien avec une dépendance physique, effectivement, c'est une grande avancée de pouvoir commander tout un tas de fonctionnalités par la voix. Ça, je ne pensais pas qu'un jour j'arriverais à faire tout ce que je pourrais faire avec ça. Oh, c'est extraordinaire. Là, regardez, il y a un gros dauphin qui va arriver en face de vous. Vous avez vu son ventre? Vous avez vu les... Ils sont là, On essaie d'avoir vraiment une galerie variée qui permet de plaire au plus grand nombre. Et c'est pas simplement leur montrer des belles images, c'est vraiment pour un moment de partage. Ils vont pouvoir échanger en fait autour de cette expérience pour créer du lien social, puis aussi faire travailler leur mémoire et leur fonction cognitive. Combien d'espèces de dauphins vivent dans nos océans? Il y a 39 espèces différentes et ils cohabitent. Donc il y en a certains qui vivent en eau salée, puis il y en a d'autres qui vivent en eau douce. Ah, c'est beau, c'est plaisant de voir ça. Bien sûr qu'on a fait du chemin, les EHPAD d'aujourd'hui et de demain, c'est pas les EHPAD d'hier. On a vraiment fait un travail, je pense, en mettant la personne, l'individu au centre de la réflexion, comment on individualise nos prestations, comment on accompagne le résident. Voilà, le soin, c'est évidemment notre cœur de métier, mais il y a plein de choses qui vont autour. Voilà, le confort, le plaisir, ça, c'est des notions indispensables et je pense qu'on a fait beaucoup de progrès et qu'on continue à en faire au quotidien. Donc pour cette table ronde, on a souhaité se centrer sur le nouveau territoire que constitue la maison de retraite pour le résident. On va parler du défi pour les EHPAD de créer des interactions avec l'extérieur. Pourquoi est-ce important? Quels bénéfices? Est-ce que c'est forcément souhaitable pour chacun de nos résidents? Voilà, c'est les témoignages que vont apporter nos différents intervenants aujourd'hui. Ma première question va vers vous, Madame Valérie Corre. Vous êtes directeur des soins aux Hospices civils de Lyon. Pourquoi et comment intervient l'hôpital directement au sein de nos maisons de retraite?
Alors merci Prune pour cette question très intéressante. Donc je travaille au sein des Hospices civils de Lyon à l'Institut du vieillissement. Et l'Institut du vieillissement est un institut qui regroupe tous les services de gériatrie des Hospices civils de Lyon. Donc ça représente environ un quart de tous les lits des Hospices civils de Lyon, donc environ 1200 lits sur l'ensemble des établissements lyonnais, donc sur les 14 établissements lyonnais. Et la volonté de la Direction générale de créer cet institut du vieillissement, c'était justement pour travailler toutes les filières amont, hospitalière et aval du parcours de la personne âgée. Et donc, l'objectif est vraiment de faire en sorte, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Géraldine Martin-Gaujard, de faire en sorte qu'un hôpital bienveillant pour les seniors est un hôpital où ils n'y restent pas. Donc pour nous, l'objectif est de faire en sorte qu'ils y restent le moins de temps possible et qu'on crée justement des filières amont et aval à l'hôpital et qu'on développe cette pluridisciplinarité et qu'on améliore le parcours de soins de la personne âgée. Et donc pour cela, nous travaillons à mettre en place des partenariats en signant des conventions, comme nous l'avons fait avec la Fondation Corian, enfin avec le groupe Corian, pardon, du territoire lyonnais, avec lequel justement on travaille sur l'amélioration du parcours de la personne âgée, l'amélioration des filières, et on s'est basé sur le triptyque qui est l'élément fondateur de l'Institut du vieillissement, qui est formé, innover et soigner. Et donc sur ce triptyque, on a des éléments qu'on partage avec Corian et qu'on développe avec Corian sur soigner, c'est développer bien sûr les filières, faire en sorte que les patients, les résidents des EHPAD Corian ne passent plus aux urgences, et donc au travers des hotlines, comme l'a décrit tout à l'heure le docteur Martin-Gaujard, qui permettent aux médecins des EHPAD de pouvoir appeler directement un gériatre et de pouvoir faire hospitaliser et de trouver un lit au sein des hospices sans passer par les urgences. C'est aussi faire intervenir nos équipes mobiles au sein des EHPAD pour pouvoir amener une expertise et des conseils de prise en charge au sein des EHPAD. C'est aussi développer la télémédecine, mais également participer à des actions de formation communes, comme aujourd'hui, mais aussi en invitant les EHPAD partenaires à participer à la journée de l'Institut du vieillissement. Proposer également des formations. On a deux équipes qui interviennent dans les EHPAD, l'équipe mobile des maladies d'Alzheimer et apparentées, qui interviennent et qui forment dans les EHPAD les infirmières et les aides-soignantes aux troubles cognitivo-comportementaux, pour leur donner des outils pour améliorer la prise en charge de ces résidents avec des troubles cognitifs pour lesquels quelquefois les équipes sont en difficulté. Et puis une autre équipe qui, elle, est plus axée sur la prise en charge des résidents atteints d'hémiplégie à la suite d'un AVC. Souvent, il y a une stigmatisation de la part des équipes qui ne veulent pas réintégrer ces résidents par peur de ne pas pouvoir s'en occuper ou ne pas savoir quels outils utiliser. Et du coup, cette équipe intervient auprès des équipes soignantes, infirmières, aides-soignantes, pour leur donner, pour les former pratiquement à la prise en charge en institution de ces résidents avec des séquelles d'hémiplégie. Et puis le troisième pan de la collaboration et des partenariats qu'on crée avec les EHPAD, c'est sur le pendant de l'innovation et de la recherche, pour lequel on propose aux EHPAD d'inclure des résidents dans les programmes de recherche pour participer à ces programmes de recherche. Merci beaucoup.
Béatrice Piston, vous êtes infirmière cadre au sein de Corian, le Home du Vernet. C'est situé à proximité d'Albertville. Et vous avez eu le souhait d'organiser avec les résidents une sortie peu ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, alors déjà juste pour situer, nous avons un établissement spécialisé qui accueille exclusivement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, donc avec des troubles cognitifs importants et plus ou moins des troubles du comportement associés. Alors il est vrai que l'animatrice organise régulièrement des sorties à l'extérieur et à chaque fois c'est très positif. Donc on a eu envie d'aller un petit peu plus loin. Et du coup en mars 2019, nous sommes partis en vacances avec 4 résidents et autant d'accompagnants. Donc pour un séjour de 3 jours et 2 nuits en station de ski. Nous avons été hébergés dans un chalet familial dont les propriétaires ont gentiment accepté de nous ouvrir leurs portes et pour nous faire partager leur quotidien. Donc au niveau du programme, le premier jour, on est arrivé en début d'après-midi, on s'est installé au chalet, on a pris possession des lieux. Et en fin de journée, nous sommes allés au pied des pistes pour assister à un départ de chiens de traîneau. Ensuite, on a regardé une descente au flambeau organisée par les moniteurs de l'école de ski et on a pu déguster le vin chaud en terrasse, donc avec les gens de la station et les vacanciers. Donc là, on était plutôt sur des activités nocturnes. Le deuxième jour, après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, donc nous sommes partis faire du ski. Alors là, en fait, les résidents, chacun à tour de rôle, ont fait une montée en télésiège et ensuite une descente en ski tandem encadrée par un moniteur. Alors là, c'était vraiment agréable à vivre comme expérience parce que les résidents ont beaucoup aimé. Il y avait un peu d'appréhension au début parce que prendre le télésiège, les 2-3 premiers virages dans le fauteuil, c'est un petit peu impressionnant aussi. Mais très vite, ils ont pris beaucoup de plaisir. Et on a même une résidente qui a beaucoup aimé et qui a voulu faire une deuxième montée. Voilà. En plus, ils se sont beaucoup émerveillés devant les paysages parce que c'est vrai que quand on monte en haut des montagnes, c'est vraiment beau. Et les résidents étaient surpris et enchantés de pouvoir encore vivre de telles expériences à leur âge. Ensuite, nous avons mangé au pied des pistes en terrasse d'un snack parce qu'il faisait très beau, donc on en a profité. Et on est rentré au chalet se reposer un petit peu et on est retourné se promener à pied dans la station voilà, pour visiter un petit peu les lieux. Et le troisième jour, nous étions attendus donc, au jardin d'enfants, au club Piu Piu, pour découvrir les enfants de 3-4 ans qui découvraient les joies du ski. Et on a assisté à leur remise de médailles, on a pu les applaudir. Donc là, c'était aussi un très beau moment intergénérationnel, puisqu'il y avait à peu près 80 ou 90 ans qui séparaient les résidents des enfants. Donc un bon moment passé tous ensemble. Et puis ensuite, nous avons eu le plaisir de manger en terrasse d'un restaurant d'altitude avec une vue panoramique, voilà, pour profiter jusqu'au dernier moment du plein air et puis de la beauté des lieux. Et après, comme à chaque fois quand on part en vacances, il faut rentrer. Donc les vacances se sont terminées, on a bouclé les bagages et nous sommes retournés à la maison. Merci pour ce très beau témoignage. Laetitia Pissard, vous êtes psychomotricienne au sein de Corian Gerland. Pouvez-vous nous dire ce que vous mettez en place pour créer des liens avec l'extérieur et pourquoi cela est-il important ? Alors nous déjà, malheureusement, on n'a pas le ski à Gerland. Quoi qu'il en soit, on a mis en place des balades extérieures. Donc, comme ça semble anodin, mais pour eux, ça veut dire beaucoup, comme dit une célèbre chanson. C'est tout simple en fait, il y a un accompagnateur, donc ça peut être moi-même avec un soignant. Cet accompagnateur-là en fait permet d'avoir un ancrage au territoire interne à l'établissement, donc ça permet aussi de rassurer le résident quand il sort à l'extérieur. C'est une manière pour lui du coup de découvrir son nouveau quartier, quand il est nouveau aussi au sein du territoire. Ça permet de prendre ses marques, donc trouver certains commerces, les repérer, avoir ses points d'ancrage justement dans son nouveau quartier aussi. Voilà, ça leur permet également de voir, parce que bien évidemment, il y a des problèmes au niveau moteur. Quand on prend de l'âge, on appréhende, on perd certaines capacités et on a moins confiance en soi. Du coup, ça leur permet aussi de reprendre confiance en eux, de se rendre compte aussi que la voirie reste praticable. Et voilà, ça leur permet aussi, dans un futur plus ou moins proche également, de pouvoir reprendre leur autonomie et pouvoir ressortir seuls et avec confiance. Voilà. Merci. Frédéric Curtil, j'ai le plaisir de vous côtoyer au sein de l'établissement que je dirige, Corian les Annabelles, puisque c'est là que réside votre maman,
que nous avons vu à l'écran dans le deuxième film. Et je vois que vous déployez beaucoup d'énergie pour pouvoir l'accompagner à l'extérieur, faire le tour autour de la résidence, pour participer aussi aux animations que nous organisons dans le voisinage. Je sais aussi que vous avez loué un véhicule pour rendre ces sorties possibles. Et du coup, je voulais vous demander en quoi est-ce important pour vous et en quoi est-ce important pour elle de continuer à réaliser ces sorties. Alors, pour ma maman, c'est très simple, hein. À chaque fois qu'on sort, pour elle, c'est un cadeau. Comme tout à chacun, elle est très bien aux Annabelles, hein. C'est pas le problème n'est pas là. Mais on a besoin de changer d'air. Et pour elle, sortir, c'est tout simplement changer d'air. Alors donc, on sort des fois, j'allais dire à pied, bon, en l'occurrence pour elle, c'est en fauteuil. Mais on reste toujours dans le quartier parce que un fauteuil roulant, il faut savoir qu'un fauteuil roulant, même avec quelqu'un qui elle pèse 60 kg, le fauteuil au total, c'est 300 kg quasiment. Donc il faut absolument que le trottoir soit, pas un billard, mais presque. Donc c'est très compliqué de se promener en dehors des zones qui n'ont pas été préalablement visitées. À tel point que j'habite pourtant pas très très loin des Annabelles, hein, mais on n'a jamais fait le trajet avec elle. Parce que il faudrait faire un trajet beaucoup plus long que quand moi je viens la visiter et que je prends le trajet le plus court. En plus de ça, des fois on trouve souvent aussi sur les bateaux les voitures garées. Donc c'est très compliqué, on est obligé de faire demi-tour pour aller trouver un bateau, pour descendre dans la rue et circuler dans la rue, puisqu'un fauteuil électrique a le droit de circuler dans la rue justement pour pallier à ce problème. Et donc voilà. Mais sinon, à chaque fois, pour elle, c'est super important de continuer à voir la vie de quartier. Et ça nous est même arrivé de sortir tout simplement pour prendre le soleil. Hein, c'est toujours sympathique. Et puis, par exemple aussi, là, ces derniers temps, comme il y a pas mal de manifestations qui passent Cour-Gambetta, elle sort pour voir les manifestants passer. Alors, bon, c'est une sortie comme une autre, mais ça fait une opportunité de plus. Alors, vous l'avez dit, elle a aussi une voiture dans laquelle on la transporte, hein, c'est pas elle qui conduit. En fait, c'est tellement bien qu'on ne la loue plus maintenant, elle en a acheté une. Alors en fait, c'est une voiture de type Kangoo, la voiture est transformée par un carrossier, et en fait, avec une grande rampe qui est à l'arrière, on rentre le fauteuil à l'arrière, et ensuite le fauteuil est fixé à la voiture. Et donc on peut rouler, donc on va loin. Hein. Quand on part la journée, ça lui arrive d'aller dans sa Savoie natale. Mais là aussi, quand on ne va pas si loin, même si on reste à Lyon, ça pose pas mal de problèmes pour se garer notamment. Parce que, alors il y a des places handicapées, hein, c'est pas le souci, mais elles sont souvent prises. Et cette voiture, en fait, quand on se gare pour rentrer ou sortir le fauteuil à l'intérieur, il faut garder au moins 2,50 m derrière la voiture. Donc il faut une place qui fait un peu plus de 6 mètres. Or, aller trouver une place en ville qui fait plus de 6 mètres de long, c'est mission impossible. Donc on est obligé de se garer dans la rue, on décharge le fauteuil, et puis ensuite, moi, je vais trouver une place dans le quartier. Mais pour elle, c'est très important parce que, tout simplement, ça lui permet aussi de se retrouver dans un cercle restreint familial, avec mon épouse et moi, souvent, et ça lui permet aussi de pouvoir continuer à vivre comme elle vivait avant son accident, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est en fauteuil. Par exemple, au niveau culturel, on essaye d'aller voir soit dans des musées, soit, bon, elle aime bien Fourvière, on monte à Fourvière. Donc, elle peut... Et encore là où il y a aussi des problèmes, par exemple, c'est le problème des ascenseurs. C'est toujours le grand problème avec les fauteuils. L'ascenseur de la basilique de Fourvière, il reste 5 mm devant, 5 mm derrière. En fait, c'est pas souvent adapté pour les fauteuils électriques. Je fais un distinguo entre le fauteuil électrique et le fauteuil qui n'est pas électrique, fauteuil manuel, hein, qui est beaucoup moins encombrant, qui est plus léger, qu'on peut éventuellement, même si on n'est pas très costaud, on peut descendre une marche ou la monter, mais un fauteuil électrique, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas.
Donc voilà, je pense c'est très, très important pour elle de continuer à sortir. Et puis pour moi, c'est aussi important pour elle parce que ça la stimule, ça continue à la stimuler, à être intéressée par le monde qui l'entoure. Encore une fois, aux Annabelle, il y a tout un tas d'activités qui permettent de la stimuler, mais sortir, c'est autre chose. C'est différent. Merci beaucoup. Béatrice Piton, vous nous avez raconté ce beau voyage organisé à la montagne. Et je souhaitais savoir quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à organiser un tel projet et quels sont les bénéfices que vous avez pu constater sur les résidents qui ont pu profiter de ce séjour. Alors déjà, les motivations, c'était vraiment de sortir les résidents des murs de l'EHPAD pour qu'ils puissent revivre une vie ordinaire et puis, comme il a été abordé à la deuxième table ronde, leur donner du rêve. Voilà. Donc les principaux bénéfices qu'on a constatés, c'est principalement des bénéfices qu'on a observés pendant le séjour, parce que, comme je vous l'ai dit, les résidents sont atteints de maladies neurodégénératives, donc les souvenirs sont souvent éphémères. Voilà. Donc on a pu voir une réémergence des codes sociaux. C'est vrai que dès qu'on est arrivé sur place, spontanément, les résidents ont salué les propriétaires, ils les ont remerciés, et ils se sont tournés vers nous en nous disant mais quand même, est-ce qu'on a prévu de leur emmener quelque chose, parce qu'on n'arrive pas chez les gens les mains vides, déjà qu'on leur donne du travail, ils nous accueillent, c'est gentil, etc. Donc ça nous a un petit peu surpris dans le bon sens. Ensuite, on a pu observer que spontanément, ils participaient à la vie de la maison et la vie collective. C'est-à-dire que quand c'était l'heure des repas, ils nous aidaient à mettre la table, ils débarrassaient la table, ils chargeaient les assiettes dans le lave-vaisselle. Et on a même vu une dame qui, dans l'EHPAD, a beaucoup de difficultés à utiliser ses couverts. Elle n'y arrive plus lors des repas. Et en fait, là-bas, quand on était tous assis ensemble, elle a pris le pain, elle a pris le couteau, elle a coupé des tranches de pain et elle en a distribué à ses voisins. Donc, c'est des beaux moments. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi entre les résidents eux-mêmes et puis avec les propriétaires, des discussions sur tout, sur rien, sur la vie, la journée, etc. Ensuite, au niveau moteur, on a constaté une nette évolution entre le début et la fin du séjour. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on est parti de la résidence, monter dans le bus, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu beaucoup les aider et les motiver. Et en fait, à la fin du séjour, ils montaient, ils descendaient dans le bus tout seuls, sans nous donner la main. Alors c'est vrai qu'en plus, la maison où on était hébergé, en fait, les chambres étaient à l'étage et il y avait un escalier avec 32 marches à monter et à descendre pour aller se coucher. Donc du coup, ça les a bien entraînés. Après, les vacances à la montagne, c'est pas les vacances les plus faciles parce qu'à chaque fois qu'on sort, il faut enfiler la combinaison de ski, les bottes de ski, le bonnet, les gants, mettre la crème solaire, etc. Donc c'est vrai que du coup, en fait, on les a vraiment beaucoup stimulés, mais ils étaient très heureux et très coopérants. Pour marcher au pied des pistes sur la neige, malgré le dévers, en fait, c'était pas un souci. Les bons gestes d'avant, parce que c'est des gens qui venaient de la montagne et qui étaient montagnards, sont revenus très rapidement. Après, au niveau de leur comportement, on a également constaté qu'ils avaient un très bon appétit, un très bon sommeil, ce qui n'est pas toujours le cas sur l'établissement. Et on a été surpris aussi parce qu'à aucun moment il y a eu des moments d'impatience ou d'agitation, notamment lors des repas quand on mangeait au pied des pistes ou lors des activités. C'est vrai que c'était un petit peu notre angoisse de se dire si jamais il y en a un qui panique sur le télésiège, on fait comment ? Et au final, c'est pas arrivé parce qu'ils étaient rassurés, ils étaient avec nous. Donc ils nous ont vraiment fait confiance et c'était agréable. Il y a eu beaucoup de rires, de sourires, de complicité, et puis des moments de confidence aussi, parce que du coup, ils nous ont beaucoup parlé de leur vie, de quand ils partaient en vacances eux-mêmes avec leurs parents ou avec leurs enfants, et voilà, donc des beaux moments d'échange. Après, on a vu, au niveau des proches et des familles, on a remarqué aussi un réel bénéfice, parce que c'était une expérience très positive. Déjà, les familles nous ont fait confiance et je les remercie vraiment parce que c'est chouette d'avoir joué le jeu et accepté un petit peu ce défi. Et pour les familles, ça leur a permis de redécouvrir leurs parents au-delà de la maladie et du vieillissement. Notamment, on a des témoignages de familles qui nous ont dit que les petits-enfants étaient épatés que grand-mère parte au ski aussi. Et du coup, dans les jours qui ont précédé, beaucoup de petits-enfants sont venus pour discuter avec leurs parents du ski et de cette expérience. Également, ça a été très positif pour les équipes,
Parce que quand on part sur ce genre de séjour, c'est vrai que les personnes qui accompagnent, du coup, il n'y a pas du tout, on casse les codes, il n'y a pas du tout de hiérarchie. On est tous là pour un même objectif et centré sur le résident. Donc qu'on soit directrice, animatrice, aide-soignante, infirmière cadre, peu importe, en fait. Donc déjà, ça nous permet entre nous de nous voir différemment et réellement, ça nous change notre regard sur les résidents. Parce que même si on sait qu'ils sont capables encore de faire beaucoup de choses, le fait de le voir au quotidien, c'est toujours très surprenant et très enrichissant pour nous. Et je dirais que même l'équipe qui est restée sur la résidence a profité, l'équipe et les résidents qui n'ont pas participé au séjour l'ont quand même vécu par procuration, parce qu'ils recevaient des photos en temps réel, on les tenait informés de ce qui se passait, et du coup ils ont pris autant de plaisir que nous, à savoir que les résidents prenaient du plaisir en fait. Donc ça renforce vraiment la cohésion d'équipe aussi. Et puis d'un point de vue beaucoup plus large, j'ai l'impression que le fait d'organiser ce type de séjour, ça permet aussi de dédramatiser le vieillissement, la personne âgée et la vie en EHPAD. Parce que c'est vrai que du coup, c'est vraiment une preuve que la vie ne s'arrête pas quand on est en EHPAD et qu'on peut encore avoir du plaisir et vivre des expériences un petit peu extraordinaires. Et notamment, on a eu un accueil très bienveillant dans la station, que ce soit par les commerçants, l'école de ski, les restaurants qui nous ont accueillis, et avec des retours très positifs en nous disant c'est bien ce que vous faites. Voilà. Donc ça nous a tellement plu qu'on repart cette année. Et donc je réserve ma place pour partir avec vous. Valérie Corr, nouvelle question pour vous. Comment s'assurer, après une sortie d'hospitalisation, que la personne retournée à domicile va continuer à sortir de chez elle et maintenir des liens avec l'extérieur? Donc, pour maintenir l'autonomie et les fonctions cognitives, ces fonctions portent sur 3 piliers qui peuvent maintenir l'autonomie et le maintien des fonctions cognitives. Les 3 piliers sont l'activité physique, le lien social et la nutrition. Donc au sein de l'Institut du vieillissement, on a plusieurs programmes de recherche et plusieurs actions. Un des programmes de recherche est développé par le professeur Bonnefoy. Il s'appelle Bien sur ses jambes et il propose d'évaluer les personnes âgées qui ont des problèmes de chute ou des problèmes de maintien et de maintien de la force musculaire. Et donc, au travers d'un programme basé sur l'activité physique, des conseils de nutrition et des activités collectives de sport encadrées par un professeur d'activité physique adaptée, justement renforce ce lien social, maintient la nutrition au travers de conseils diététiques pour maintenir une alimentation équilibrée, et puis au travers d'ateliers de prévention des chutes, par exemple, maintient l'autonomie au travers du maintien de la force musculaire et de la fonction musculaire. On développe aussi un autre programme là, qui est porté par le professeur Crolac-Salmon, qui est le programme Activi, qui lui propose aussi de maintenir l'activité physique et au travers d'applications sur un smartphone ou sur une tablette ou sur un bracelet connecté, permet de calculer le nombre de pas, en lien avec le médecin, de fixer un objectif réaliste par rapport à l'état de la personne âgée. Et si la personne atteint l'objectif qui lui a été fixé du nombre de pas, elle reçoit en contrepartie des bons d'achat chez son primeur du coin, ou bien des places de théâtre dans son quartier, ou 1 heure d'essai pour aller au club de danse de salon, par exemple. Enfin, voilà. Donc l'objectif est de maintenir l'activité physique
avec des conseils nutritionnels et une incitation à consommer des produits sains, et puis le lien social au travers d'activités sociales. Et puis il y a également un programme qui est développé au sein de l'hospitalisation de jour de l'hôpital des Charpennes, qui est porté par le docteur Julien Vernaudon, qui là évalue la personne âgée et évalue ses fonctions cognitives pour évaluer la poursuite ou non de la conduite automobile. Donc au travers de différents tests faits par le médecin, le psychologue, l'ergothérapeute, l'infirmière, l'orthophoniste, ils évaluent les fonctions cognitives et ils mettent en situation le patient pour évaluer ses capacités à poursuivre la conduite automobile ou pas. Et donc ils ont en projet de développer un simulateur de conduite automobile pour mettre le patient en situation de conduite automobile et vérifier si ses capacités cognitives lui permettent de poursuivre cette activité. Voilà, donc différents programmes, différentes consultations, différentes prises en charge qui permettent ou qui donnent la possibilité aux patients âgés de poursuivre cette vie justement à l'extérieur. Merci beaucoup. Florent Sapin, vous êtes directeur du pôle Lyon Centre et directeur de Corian-Gerland. On l'a vu dans la vidéo, cette année, vous avez organisé un échange inter-EHPAD pour les vacances. Je souhaitais savoir quel regard vous portez sur les sorties dont on a parlé, puis sur ce type de projet. Alors, pour nous, directeurs, directrices d'établissement, on a la joie de pouvoir élaborer avec les équipes et porter, décliner un projet d'établissement. À ce titre, l'ouverture sur l'extérieur à travers les sorties doit faire partie du projet d'animation et vie sociale. Ça implique deux choses. La première, c'est que les sorties doivent être planifiées et organisées pour qu'elles aient réellement lieu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut aussi être ouvert et encourager toutes les bonnes initiatives de nos collaborateurs. C'était le cas du séjour d'échange avec 2 EHPAD Corian qui sont une idée de mon adjoint et de mon animatrice, qu'il a fallu ensuite porter, financer en partie pour que ça puisse se réaliser. Et ce, pour différentes raisons, et ça a déjà été évoqué en partie par Béatrice Piton et puis par d'autres témoignages. La première, c'est que ça répond à la demande de nos usagers, nos résidents. Hein. Donc, il y a Madame Curtil qui en exprime le besoin. Il y en a d'autres qui ne sont pas en capacité de pouvoir l'exprimer, mais qui finalement, par la manifestation de certains troubles du comportement, on repère qu'en fait, c'est des gens qui ont envie de sortir, qui ont besoin de marcher, qui ont besoin de sortir de l'EHPAD, de s'oxygéner, de voir les petits oiseaux, le soleil. Certains restent entre 4 murs toute la journée et moi-même j'ai du mal avec ça, donc je peux comprendre qu'en plus si on est handicapé, qu'on ne peut pas bouger, on a besoin d'être aidé pour pouvoir sortir. Donc ça c'est la première chose, c'est répondre aux besoins des usagers. La deuxième, elle est plus thérapeutique, mais ça rejoint finalement la première, à travers les activités aussi portées par les psychomotriciens et d'autres, c'est que ça contribue du maintien des capacités de nos résidents. On les aide à se repérer, on leur permet de marcher, d'entretenir une activité physique, de se cultiver pour ceux qui sont en capacité de se cultiver, mais en tout cas de pouvoir aller au musée, de pouvoir aller au parc. Et ça, c'est important pour les aider à bien vieillir. La troisième, c'est tout simplement pour le personnel aussi. Et là, moi, je ne suis pas le plus expérimenté pour avoir accompagné les sorties, mais je pense que je parle à la place de tous ceux qui ont pu faire ces séjours de vacances, entre autres, et puis ceux qui les accompagnent dans les sorties, c'est que ça permet aussi de voir les résidents autrement que par simple fait que ce sont des personnes qui ne peuvent plus faire. Donc, effectivement, on voit des résidents qui, finalement, dans un autre contexte, font plein de choses, et puis on les voit différemment, puis eux-mêmes nous voient différemment, puisqu'on n'a pas la blouse blanche. Donc ça, c'est un élément aussi important. Et puis en tant que gestionnaire et en tant qu'aussi, dans la volonté aussi de contribuer à une image positive de nos établissements, et c'est le dernier objectif, c'est aussi le rayonnement, l'image aussi qu'on souhaite pouvoir entretenir avec toutes ces sorties.
Effectivement, le séjour à la montagne, les gens étaient surpris certainement de voir ces personnes âgées sur des skis. C'est la même chose quand ils vont à la plage. Et puis ça permet de montrer que effectivement les EHPAD, on est des lieux ouverts dans notre territoire, on fait des choses, et puis nos usagers, même s'ils sont en perte d'autonomie, peuvent encore profiter de la vie, si tant est qu'on essaye en tout cas d'encourager ce type d'initiative. Voilà. Et on en parlait ensemble, Florent, il y a aussi des résidents qui ne souhaitent pas sortir. Alors effectivement, on montre aussi la belle image des résidents qui sont capables et qui ont envie. Alors il y a beaucoup de résidents aussi qui sont très grabataires, qui ne peuvent pas exprimer clairement s'ils le souhaitent ou pas. Et puis il y en a d'autres simplement qui ne veulent pas. Voilà, il y a passé un certain âge, on n'a pas envie de faire beaucoup de choses. On n'est pas le Club Med, on est des résidences qui accueillent des personnes qui sont un peu plus en retrait, mais ça fait aussi partie du processus du vieillissement. Et il faut savoir le respecter, puis penser aussi à eux et pas que emmener les gens dehors, bien sûr. Merci. Alors Laetitia Pissard, justement, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces résidents pour lesquels le territoire va se limiter à l'espace que propose la maison de retraite ? Je vais rebondir sur ce que Dr Albert avait dit tout à l'heure, c'était transposer le domicile. Je trouvais ça assez intéressant parce que du coup, c'est plus ou moins en fait ce que je fais au sein de l'EHPAD en passant par des repas partagés. En fait, ce sont des repas tout simplement conviviaux qu'on partage avec les résidents. Donc, il peut y avoir des soignants, il peut y avoir Monsieur Sapin qui vient de manger avec nous. En tout cas, c'est ouvert à toutes les personnes au sein de l'établissement. C'est un moment aussi où on fait tomber la blouse, comme on dit. Ça permet aussi d'être tous en tant qu'individus à part entière et non plus comme soignants et soignés. C'est un moment, comme on dit, comme à la maison, où tout le monde se sert à table, on débarrasse, on met la table ensemble. Voilà, ça leur permet aussi du coup d'avoir un maintien de l'autonomie, de retrouver aussi certaines fonctionnalités qu'ils avaient au sein de chez eux également. Voilà, donc c'est une façon aussi de mettre le territoire à l'intérieur de l'établissement même pour pouvoir se retrouver un petit peu comme dans son domicile. Merci. Donc Florent, nous avons évoqué ces voyages, ces sorties, et puis Béatrice, vous, Laetitia, on a abordé tous les avantages et les bénéfices que cela procure aux résidents, le plaisir que ces sorties procurent aux résidents. Donc ma question est pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? Quels sont les freins finalement à ces projets ? Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est important pour qu'on puisse faire des sorties, il faut que ça soit inscrit dans le projet d'établissement, sinon on ne le fait pas forcément, parce qu'effectivement il y a beaucoup de freins. Le premier frein, c'est le facteur temps. On manque déjà beaucoup de temps pour gérer le quotidien et en fait on bouge beaucoup dans les EHPAD. Donc en plus quand on organise des sorties, ça mobilise déjà du temps de préparation, ça mobilise aussi du temps tout simplement pour accompagner les résidents. Donc au ski ils étaient 1 pour 1, c'est ça. Donc ça veut dire que les gens qui sont au ski, pour l'instant ils ne sont pas dans l'EHPAD pour s'occuper de ceux qui restent. Et donc ça c'est un facteur très limitant. Ça, c'est la première chose. Après, c'est un facteur aussi matériel et puis financier. Ça coûte de l'argent d'organiser des sorties. On a évoqué tout à l'heure dans la première table ronde le reste à charge. Donc effectivement, dans le public, ça coûte un peu moins cher, mais bon, nous, on justifie aussi une certaine qualité de service, mais néanmoins, on est toujours un peu gêné de solliciter encore nos résidents en disant vous allez payer en plus une sortie. Donc comment on finance aussi ce type d'initiative ? Alors un des gros avantages du séjour de vacances qu'on a organisé, c'est justement de pouvoir offrir des vacances qui ne coûtaient pas très cher, puisque du coup les personnes échangeaient leur chambre avec des résidents d'un autre EHPAD. Donc vous n'avez pas le coût de l'hébergement à supporter en plus, donc ils payaient le transport et les services pendant le séjour, mais pas le reste. Donc ça, voilà, c'est le deuxième facteur limitant. Il faut louer un minibus, ça coûte de l'argent. Donc on essaie de mutualiser un peu les coûts entre les différents établissements. On a de la chance de faire partie d'un réseau, mais voilà, toutefois, c'est pas toujours facile de pouvoir financer ce type de projet. Et puis le dernier facteur, et tout à l'heure je disais que le plus important c'était répondre aux besoins des usagers, on a aussi des contradictions dans les attentes et les besoins de nos usagers même, qui finalement sont très demandeurs de sortie. Donc on organise le séjour, et puis une fois que ça se présente, la personne ne veut plus y aller. Elle appréhende et pour plein de raisons. On a parlé du territoire qui n'est pas toujours très adapté. Effectivement, l'extérieur devient un peu hostile pour nos usagers. Donc il y a l'appréhension de tomber, il y a l'appréhension quand on est incontinent de ne pas pouvoir aller aux toilettes. Donc voilà. Donc après, les craintes sont vite présentes.
Et du coup, les résidents qui voulaient venir ne viennent plus. Voilà. Merci. Monsieur Curtil, je souhaitais encore une fois vous solliciter. On a vécu un moment un peu extraordinaire pour une maison de retraite, il faut le dire, en décembre 2018, et qui vous concerne particulièrement. Est-ce que vous pourriez nous faire partager ce moment ? Oui, bien sûr. En décembre 2018, je me suis marié. Et ma maman était mon témoin. Donc nous sommes allés à la mairie, ça c'était plutôt facile. Et comme avec mon épouse, on s'était dit qu'on ne pouvait pas ne pas l'inviter si on faisait un repas. On vous a demandé si c'était possible d'organiser un repas. On n'était pas très nombreux, on était une dizaine, aux Annabelles. Donc bon, ça a pris du temps, on a réfléchi un peu en amont, mais bon, vous avez dit oui tout de suite. On a eu plusieurs réunions avec l'équipe de cuisine pour organiser le repas, le menu. Donc on a eu une salle dédiée à nous pour le repas, qui était décorée avec du personnel dédié spécialement pour nous. Donc voilà, c'était génial, quoi. Et c'était une façon, parce qu'on aurait pu très bien aller dans un restaurant, mais ça pose déjà des problèmes d'accès pour ma maman, même si normalement ça ne devrait pas en poser. Ça pose des problèmes parce que dans un restaurant, quand vous y allez, vous ne pouvez pas rester non plus toute l'après-midi, ça va durer 1h30, 2 heures. Et puis aussi pour une raison médicale. Parce que des fois, ma maman, elle a des petits problèmes. Et en étant sur place chez elle, aux Annabelles, c'était plus facile à gérer. S'il y avait eu un souci, on savait qu'il y aurait eu des aides-soignantes, des infirmières pour prendre soin d'elle. Voilà, donc ça s'est super bien passé. Puis on n'a pas regretté. Peut-être que la prochaine fois, peut-être, encore une fois. Le prochain mariage, oui. Mais je vous remercie de nous avoir fait partager ce moment-là, parce que quand on fait ce métier qui est le nôtre, c'est aussi pour vivre des moments comme ceux-là. C'était vraiment très agréable de vivre ça avec vous. Grand merci. C'est vrai qu'en tout cas, nous, on ne s'est pas posé de questions, parce que c'est vrai que se marier dans une maison de retraite, ça peut paraître un peu bizarre. Mais pour nous, c'était ça. On ne s'est vraiment pas posé de questions. On s'est dit, s'il y a un endroit où on va le faire, c'est aux Annabelles. Donc voilà, merci. Je voulais vous remercier tous les 5 pour votre participation, un grand merci. Et puis je vais laisser la parole à la personne qui doit conclure, qui est Serge Guérin. Merci beaucoup. Vous fêtez les 1 an de mariage et 2 ans de mariage aussi. Bah ouais, tant qu'à faire. C'est donc en décembre. On a raté le dernier, mais donc décembre 2020, on se retrouve. C'est bon? D'accord, ok. Merci, c'est sympa. Et voilà, je crois qu'on était dans... Ah, c'est marrant. Je vous écoutais là sur la fin, les éléments, vous savez, parfois c'est un peu compliqué, ça peut être un petit peu coûteux. Puis il y a des gens qui disent qu'ils voudraient bien y aller, puis finalement à la fin ils y vont pas. Mais alors, je suis prof en école de commerce, c'est exactement pareil. Donc quand ils ont 20 ans, c'est pareil. C'est pas, voilà, il y a aussi toutes les problématiques qu'il y a derrière, le fait de changer un peu d'habitude. Pour tout le monde, pour les personnels comme pour les personnes concernées, et ainsi de suite. Donc finalement, on est aussi face à tout ce qui est collectif, quoi, de ce point de vue-là. Et je trouve que sinon, c'était, on était là sur plein d'expériences, tout simplement. Plein de, on va pas dire des grands mots, simplement d'initiatives, d'envie, de plaisir. Quand on vous regardait, vous aviez toutes et tous le sourire, par exemple. Là, simplement, c'est aussi le plaisir de soi de le faire. Et trop souvent, on parle des besoins des personnes âgées. Et on oublie la notion de désir des personnes âgées. Et ce qu'il y avait autour de ça, je trouve, c'était vraiment ça. Et puis, c'est des petits moments comme ça, tout court. Juste, vous disiez 4 jours, puis c'est fini. Puis des personnes qui parfois peuvent même oublier, quoi. Et Jean-Claude, tu vas être content. Écoute, il y avait, parce qu'il me demande toujours des formules. Et il y avait un vieux copain à moi qui s'appelle Albert Camus, disait... je le savais. La vraie générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent. Et ce que vous avez fait à chaque fois, c'était ça. C'est qu'on ne cherche pas à savoir si les gens vont s'en souvenir, comment ils vont s'en souvenir, mais il va y avoir ça. Et finalement, on est dans des moments de vie en plus longues. Voilà. On se dit, c'est ça aussi, c'est penser à ce moment-là, juste à ce moment-là. Et ce qu'on en fait, sans se dire après tout ça, juste ça. Et à chaque fois, c'est plein de petits moments comme ça
qui donne aussi le moment d'une vie. Alors, à 85, 90, 95 ans, mais à comme vous, 35 ans, ou à comme vous, 25 ans, et ainsi de suite. À tous les âges. Non, lui, c'est, je pense, un quinquado, non? Il y a des chances. Ouais, je le regardais, je me disais, putain, il pourrait faire être en couverture. Mais voilà, c'était aussi ça, c'est tous les âges de la vie, on a besoin de ces instants. Et finalement, c'est une vie, c'est aussi ça. Et je trouvais que c'était aussi très beau que vous nous racontiez plein d'instants jolis, plein d'instants agréables, mais agréables avec les personnes qui l'ont vécu, pour lesquelles ça a été pensé, réfléchi, mais agréable pour tout le monde. Et même, par exemple, pour ces personnes au ski. Peut-être que le moniteur de ski ne devait pas être complètement... Entre les petits gamins de 3 ans et quelqu'un de 95 ans, peut-être qu'il était moins habitué, certainement. Et du coup, il se retrouve aussi. Et lui-même, les matinales, on les appelle les regards croisés. Là, c'était aussi changer de regard. On était en plein de... On pourrait dire rajeunir le regard, y compris des monos de ski. C'est quand même beau comme... bravo.